Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce live. Nous sommes en direct sur Facebook, sans filet. C'est ce qui fait tout l'intérêt de l'exercice. Et d'ailleurs, vous avez été plusieurs milliers lors du précédent live de ce week-end où j'ai parlé des questions où j'ai parlé spécifiquement d'ailleurs de la grandeur de la France et de John Chambers, qui est le patron de Cisco, qui a dit la chose suivante: la France sera sans doute à la tête de l'Europe et peut-être même à la tête du monde libre. Voilà. Et donc nous avons parlé pendant plus d'une demi-heure, c'était je crois dimanche dernier, de cette potentialité de grandeur et de rayonnement que nous avons chez nous en France. Alors j'ai plein de choses à voir avec vous et j'ai plein de choses à échanger. Alors d'abord, il y a quelque chose qui m'a stupéfait. C'est une petite parenthèse, mais stupéfait dans l'actualité d'hier soir. J'ai vu qu'il y a eu à Paris, du côté du quartier de Stalingrad, une manifestation de migrants. Une manifestation de migrants pour revendiquer leurs droits. Et cela m'a, à vrai dire, stupéfait. Stupéfait parce que je suis très attaché à la notion de droit, mais elle est indissociable d'une autre notion qui est la notion de devoir. Et arriver comme ça dans un pays et avoir pour acte fondateur de manifester pour ses droits, en anglais, par-dessus le marché, il y a quelque chose d'absolument surréaliste. Alors, ce sont des personnes qui ont été briefées, en plus de ça, par des Français, par des associations humanitaires, etc. Et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que quelqu'un qui vienne s'installer sur le territoire français, la première chose qu'on lui explique, ce sont ses droits. Alors que, enfin, parmi les premiers devoirs, il y a celui d'apprendre notre langue, et cela est d'adopter nos principes, d'épouser un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres. Mais non, on parle d'abord des droits, ce qui est absolument stupéfiant. Bonjour cher Henri, bonjour Marc, bonjour Maïtenag, bonjour Michel, qui nous rejoignez sur le live. Voilà, ça c'était la première parenthèse. La deuxième parenthèse que je voulais ouvrir avec vous, un sujet extrêmement grave. Et je pense d'ailleurs en faire un live dédié dans les jours qui viennent. Vous le savez sans doute, nous avons aujourd'hui sur nos 58 réacteurs nucléaires qui nous alimentent en électricité, 21 d'entre eux qui sont à l'arrêt. Ils sont à l'arrêt du fait de recommandations de la sûreté nucléaire française sur l'éventuelle vétusté de nos installations. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Il y a une omerta sur ce sujet-là, et c'est assez difficile d'avoir accès à la véritable information, mais les faits sont là. Aujourd'hui, nous avons un tiers du parc nucléaire français qui est à l'arrêt pour des questions de sûreté nucléaire, et tout ça est extrêmement inquiétant. Et d'ailleurs, je vais approfondir. J'ai quelques relais, notamment chez EDF, et je vais essayer de comprendre ce qui s'y passe réellement. Et je vous promets un live spécifique et ça sera l'occasion d'ailleurs de revenir sur les questions d'énergie, parce que le nucléaire à la française, celui qui a été lancé dans les années 60 et implémenté dans les années 70, il va falloir accepter l'idée que c'est fini. Et on s'arc-boute à défendre ce modèle-là, qui est un modèle caduc, qui est un modèle qui ne marche pas, qui en plus de ça, manifestement, est vétuste. Alors qu'il y a une foultitude d'autres possibilités à côté. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième parenthèse que je voulais ouvrir avec vous ce matin. Et je vous promets un nouveau rendez-vous spécifique où nous parlerons des sujets relatifs à l'énergie. Vous savez que ce sont des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Bonjour, cher Eugène, que j'aurai le plaisir de rencontrer dans quelques jours, je crois. Eugène, qui a lancé l'initiative Les Jeunes avec Graphics Mati et qui fait un job remarquable, notamment sur ses vidéos que je vous invite à voir, des vidéos pédagogiques. Et la dernière en date, c'était sur le Brexit d'ailleurs. Et donc vous pouvez aller la voir sur la page des Jeunes avec Graphics Mati. Bonjour Marie-Antoinette, avec un prénom aussi historique. Bonjour. Alors je voudrais parler avec vous de politique politicienne. Allez, est-ce que ça vous dit? Bon, je dis ça évidemment sur le ton enfin, c'est très second degré, parce que la politique politicienne, c'est ce qui nous est évidemment servi par
par tous les médias. Et c'est ce qui donne le là, hélas, aujourd'hui. C'est ce qui donne le là. C'est-à-dire que ce que je disais hier, certains d'entre vous m'ont suivi sur Sud Radio, l'émission à laquelle je participais chez Valérie Expert, hier soir, entre 17 et 18 heures. Je sais que c'est votre cas, Eugène, puisque vous avez live tweeté sur le compte Twitter des jeunes avec Graphics Mati. Ce que je ne comprends pas, enfin si je comprends parfaitement en fait, mais ce que je ne comprends pas, c'est cette obsession qui est faite sur ce duel factice Sarkozy-Juppé. En fait, tout est fait aujourd'hui dans le paysage politique français. En fait, nous sommes dans de la narration, nous sommes dans une histoire. On est en train de raconter une histoire. Les journalistes racontent une histoire. Voilà. On est dans ce que l'on appelle, on est dans du storytelling pur. Storytelling, raconter une histoire, une narration, avec ses rebondissements, avec ses trahisons, avec ses coups bas. Voilà, Alors, j'ai osé faire un truc hier, dans l'émission de Sud Radio, vous l'avez peut-être vu. J'ai pris la défense de François Fillon. Alors, François Fillon, j'en ai déjà parlé avec vous, c'est celui qui, à droite, dans l'arène de cette primaire qui se dessine, est sans doute le plus crédible. Il aurait été beaucoup plus crédible s'il avait démissionné de son poste de Premier ministre à l'époque. C'est ce que je lui reproche grandement. Mais c'est sans doute celui qui est le plus crédible d'un point de vue économique. Bon, sauf que François Fillon, selon toute vraisemblance, ne gagnera pas la primaire. Et donc, autour du plateau, les gens ne pouvaient pas comprendre que je défende François Fillon. Ce qui est d'ailleurs assez symptomatique. Mais le plus intéressant, c'est quand a été abordée la question de François Hollande, où là, sarcasme, rire de la part de tout le monde en disant oui, François Hollande, bon, voilà, il est terminé, c'est monsieur 4%, etc. Et moi, j'ai osé, figurez-vous, prendre sa défense. Voilà. Alors, il y en a assez peu qui le font en France aujourd'hui, et je le fais avec d'autant plus de liberté que je ne l'ai pas ménagé ces dernières années. Mais pourtant, je pense qu'il ne mérite pas toute la vindicte dont il fait l'objet aujourd'hui, et en particulier par rapport à son livre, qui est un livre qui l'humanise et qui est fondamentalement, qui n'est pas un si mauvais livre pour lui. Alors évidemment, peu de gens l'ont lu, mais beaucoup de gens le commentent. Le système médiatique est ainsi fait. Donc j'ai osé prendre la défense de François Hollande, et j'ai osé mettre en avant un aspect essentiel, qui est celui selon lequel François Hollande, parmi tous les candidats en lice lors de la prochaine élection présidentielle, il sera le seul à ne pas être en situation de se faire réélire. Parce que dans les institutions de la Ve République, quand vous êtes président une première fois, vous avez le droit de vous présenter une deuxième fois, faire un deuxième mandat consécutif, et après c'est terminé. Et vous savez, le combat qui est le mien pour le non-renouvellement des mandats dans la durée. Je suis convaincu que l'un des péchés de notre système institutionnel aujourd'hui réside dans le fait que, aussitôt après être élu, eh bien, vous vous projetez dans l'élection d'après. C'est comme ça, c'est parfaitement humain. Eh bien, ça sera le seul à ne pas être dans cette situation-là, ce qui lui donne potentiellement un vrai avantage compétitif. Alors oui, demain, Eugène, est-ce que je referai un live pour parler spécifiquement du débat? Écoutez, peut-être. À vrai dire, je suis même pas sûr de le regarder, parce que j'ai un dîner de prévu avec mon ami et compagnon de route David Melki. Donc c'est même pas sûr que je regarde le débat. Ou alors on le regardera ensemble. Et je suis pas sûr, très honnêtement, que tout ça change la donne, et que tout ça est un grand intérêt. Mais pour en revenir à François Hollande, j'ai osé dire ça sur Sud Radio. Et là, ça m'a valu les foudres, et en particulier hors antenne, de la part de mes co-débatteurs, co-débatteuses d'ailleurs, je ne sais pas si ça se dit, qui me disaient mais enfin Rafik, mais ça va pas, François Hollande c'est le pire qui existe aujourd'hui, il faut absolument s'en débarrasser, il nous a humiliés, etc. Oui, mais écoutez, ils nous ont tous humiliés. Aujourd'hui, si on est dans la merde, c'est parce qu'on a eu Hollande, c'est parce qu'on a eu Sarkozy, c'est parce qu'on a eu Chirac avant, c'est parce que nous avons eu Mitterrand avant. Personne n'a fait le job. Alors, il ne faut pas que François Hollande paye pour tous les autres. Bon, il
faut rendre à César ce qui appartient à César, ou enlever à César ce qui appartient, enfin ce qui ne lui appartient pas. Et finalement, il y a un truc qui est hyper symptomatique, dont on a parlé aussi dans l'émission de Sud Radio, c'est que c'est le cas Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui a soutenu successivement Nicolas Sarkozy, puis François Fillon, et qui maintenant a décidé de soutenir Alain Juppé. Bon. Eh bien, tout cela est absolument imparable, parce que quand la politique est votre métier, eh bien, vous êtes obligé de conserver votre métier. Et donc, forcément, vous n'allez pas vers les candidats qui vous semblent les plus adaptés. Vous ne soutenez pas une ligne politique avec votre cœur, vous la soutenez avec votre tête, de façon extrêmement rationnelle, pour pouvoir maintenir votre job. Et Valérie Pécresse, elle a besoin d'un job de ministre, voire de Premier ministre, parce que pour un plan de carrière, ça a quand même de la gueule. Et donc, elle a besoin d'un poste de Premier ministre. Évidemment, qui c'est qu'elle va aller voir? Elle va aller voir celui qui, statistiquement, a le plus de chances d'être élu président de la République, Alain Juppé. Et le propre des personnes libres, comme c'est mon cas, c'est que le propre de personnes qui n'ont pas besoin de job dans la politique, parce que moi, figurez-vous que quelles que soient les hypothèses, en mai 2017, eh bien, j'aurai un job. J'aurai un job et qui n'a rien à voir avec la politique. C'est le job que je fais depuis des années. Je suis chef d'entreprise, j'ai mon entreprise, j'ai mes salariés, j'ai mon activité. C'est ça qui me porte, c'est ça qui me galvanise, et c'est ça ma vie. Donc je n'ai pas besoin de me battre, comme ils le font tous, et de me prostituer auprès de celui qui est en tête des sondages pour pouvoir obtenir un poste quelconque. Et c'est ce qui fait que quand j'estime que François Hollande est injustement attaqué, eh bien je le dis. Quand je sais que François Fillon est beaucoup plus adapté, en tout cas le programme économique le beaucoup plus adapté et le plus cohérent du moment, je le dis. Et j'ai aucun scrupule pour le dire. Alors, Kyodia, vous mettez le doigt sur une question qui est extrêmement intéressante. Vous dites, pourquoi le défendre? Ils sont tous à mettre dans le même sac et à jeter à la poubelle. Et en disant ça, vous êtes la porte-parole de la majorité silencieuse. C'est que oui, vous avez raison. Aujourd'hui, 80% des Français ne veulent plus de cette classe politique. Et 80% des Français, et à commencer par François Hollande, et là je te rejoins, cher Xavier, veulent ce coup de balai. Ça, c'est un fait. Bon. Sauf que ce coup de balai n'aura pas lieu. Il faut nous rendre à l'évidence. L'idée qui consiste à remplacer la classe politique, la caste politique, par immédiatement un gouvernement de société civile, c'est un objectif louable. C'est un rêve que nous pouvons tous poursuivre, mais c'est quelque chose qui ne se produira pas. Il faut en être conscient. Alors ensuite, je le regrette autant que vous, figurez-vous. Et donc, toute la question qui s'impose à nous aujourd'hui, c'est comment être en mesure, nous, la société civile, de pénétrer ce système-là qui est extrêmement sclérosé, mais pas depuis 5 ou 10 ans, il l'est depuis 150 ans. Et comment réussir à hacker ce système-là et à peser pour le faire évoluer selon nos volontés. C'est ça la question. Alors oui, Loris, tu as raison, les Français vont tous se faire duper en mai. C'est le scénario le plus probable. Et le système est biaisé, oui, Eugène, vous avez parfaitement raison, et favorise le plus fort. C'est un fait. Voilà. Et l'échiquier politique de 2017, il est doucement en train de se mettre en place, globalement avec les mêmes. Il est extrêmement difficile pour la société civile et pour nous vous savez, ils ont mis, et ça c'est une information que je vous donne, jamais dans l'histoire de la Ve République, jamais les maires, et en particulier les maires ruraux, n'ont eu autant de pression sur les épaules pour accorder leur parrainage. Jamais. Et notamment le bras armé
du système pour pouvoir avoir la mainmise sur les parrainages des maires, c'est évidemment tout ce qui tourne autour des subventions, dotations globales de fonctionnement, etc. Je ne parle même pas des promesses d'investiture. Jamais, si vous avez des maires dans votre entourage, parlez-en avec eux, jamais la pression, la chape de plomb sur leurs épaules n'a été aussi forte. Donc le système est bien fait. 150 ans d'expérience, 150 ans de verrouillage, d'adaptation pour se construire des barrières à l'entrée pour que personne vienne le dissiper. Et c'est en ça que c'est extrêmement difficile. Et toute la clé consiste pour nous à essayer d'infiltrer ce système de la façon la plus habile possible. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Et nous y arriverons. Mais en prenant ce système de face, en disant, avec la stratégie du tous pourri, cher Kyodia, pour en revenir à ce que vous disiez, ça ne marchera jamais parce que le système sera plus fort que nous. Je le regrette, mais c'est un fait. Donc il faut accepter d'instrumentaliser le système et il faut accepter de composer avec ce système-là. Et c'est l'objet d'un live que je faisais la semaine dernière, où je disais que la solution, la clé, elle sera dans une coalition société civile, politiciens de terrain. Ce que j'entends par politiciens de terrain, ce ne sont pas justement toute cette oligarchie énarchique qui se reproduit de père en fils, mais c'est davantage ceux qui ont une vraie expérience du terrain, et en particulier les maires, certains députés, certains conseillers régionaux, qui ont une expérience politique, qui font partie des appareils, et qui ont eux aussi envie que ça change. Et c'est avec eux que nous y arriverons. C'est essentiel. J'ai pris conscience que le fait d'aller société civile face au système, et quand bien même la société civile devait être fédérée, et ça fait partie des choses qui sont évidemment sur la table, eh bien ça ne suffirait pas. Il faut être en mesure de créer cette coalition de nouvelle génération, parce que ça ne serait pas une coalition gauche-droite, ce qui est complètement absurde, une vraie coalition politicien de métier, société civile. C'est la seule solution. Alors, tout cela sans compter, et Emmanuel, vous me tendez une perche dans le live, vous me dites que vous avez discuté avec des responsables policiers et à votre grande surprise, certains ont évoqué le mot révolution. Le mot est fort et ça fait effectivement des années que je porte l'idée selon laquelle le futur très proche devrait abriter une année historique, devrait compter une année historique, une année qui restera dans les annales de l'histoire. Alors oui, ça peut prendre la forme d'une révolution, et dans ce cas-là, tout est possible. Et dans ce cas-là, effectivement, nous nous préparons à pouvoir incarner une certaine alternative. Mais ça, nous ne le maîtrisons pas. Constance et circonstance. Constance, c'est le job que nous devons faire, nous fédérer, partager nos idées, et en particulier commencer par partager une telle vidéo, par exemple. Commencer à diffuser nos messages, faire porter nos idées et les partager au plus grand nombre. Ça, c'est la constance. Et puis ensuite, les circonstances. Ce sont les événements historiques qui font que quelque chose d'improbable devient non seulement possible, mais devient probable. Et c'est la raison pour laquelle, en toute hypothèse, nous devons nous tenir prêts. Et c'est vrai que la grogne qui règne aujourd'hui chez les policiers est extrêmement préoccupante, mais cela sera très probablement, on peut l'imaginer, jugulé ou étouffé d'une façon ou d'une autre. Alors, Loris, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis TF1 pourrait faire des sous avec de la politique spectacle. Juppé tapé 1, Sarko tapé 2. Mais oui, mais c'est en tout point ça, figurez-vous. La politique de 2017, c'est Secret Story. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un roman, c'est une histoire, c'est une narration, un storytelling, appelez ça comme vous voulez, avec ses acteurs, avec ses rebondissements, avec ses conciliabules, avec ses trahisons, voilà, et au final un vote, ou une illusion de démocratie, et un vote qui est effectivement comparable à celui d'une grande émission de télé-réalité, le 1, le 2, le 3 ou le 4. Quant à Macron, Eugène, oui, il est différent des autres.
il est incontestablement différent des autres. Mais j'ai énormément de réserves sur Emmanuel Macron. Je le trouve extrêmement fourbe, extrêmement... cette histoire de démission de la fonction publique est assez révélateur du personnage. Emmanuel Macron a dit hier qu'il va démissionner de la fonction publique fin novembre. Il va démissionner de la fonction publique. Appréciez la terminologie. Il va démissionner. Mais pourquoi ne le fait-il pas aujourd'hui? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait quand il s'est lancé dans l'aventure politique, comme a pu le faire Bruno Le Maire? Pourquoi il ne l'a pas fait quand il s'est lancé dans le privé et qu'il est allé travailler chez Rothschild, comme l'a fait récemment Fleur Pellerin en rejoignant son fonds d'investissement? L'idée qui consiste aujourd'hui à être dans le je vais démissionner de la fonction publique, tout ça n'est pas fondamentalement en dit long sur la personnalité de celui qui est il est certes extrêmement intelligent, extrêmement érudit, et ça je ne lui enlève rien. Il a une dimension intellectuelle, c'est un philosophe dans l'âme, et cela le rend agréable, mais cette fourberie apparente, dont il ne se cache pas d'ailleurs, et cette surexploitation parce qu'il se positionne comme étant hors système, mais il est en réalité l'enfant du système. Il est celui qui a fait le plus de une de presse, et en particulier de Presse People de ces dernières années, etc. C'est l'incarnation de... Vous prenez Emmanuel Macron, vous lui mettez 15 ans de plus, bah vous aurez un Dominique Strauss-Kahn, concrètement. Et son vrai renouveau, il le porte en particulier par sa présence, par son physique, qui est un physique avantageux. Le packaging est parfait, le packaging Macron est parfait. La philosophie du produit est une philosophie qui reste à voir, mais d'un point de vue économique intéressante. D'un point de vue sur les sujets de société, j'ai beaucoup plus de réserves, parce que il est sur un positionnement extrêmement libertarien, notamment sur les sujets de laïcité, ce qui, dans les temps qui courent, me paraît extrêmement dangereux. Donc voilà, je me méfie énormément, cher Eugène, justement de cette capacité du système, encore une fois, 150 ans d'expérience, cette capacité qu'a ce système à pouvoir inventer un simulacre de renouveau. Et d'ailleurs, les primaires font partie de ce simulacre de renouveau. Plus de démocratie, plus de vote, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ces primaires-là, ça occupe l'espace médiatique, ça recrée de la dramaturgie avant la dramaturgie finale. Avant, nous avions une élection présidentielle en 2 actes, un premier tour, un deuxième tour. Maintenant, nous avons une élection présidentielle en 6 actes. Premier tour de la gauche, premier tour de la primaire de la droite, deuxième tour de la primaire de la droite, premier tour de la primaire de la gauche, deuxième tour de la primaire de la gauche.